Quand je voyais des soirées de résultats électoraux, ça me créait plus d'émotion ou d'entrain qu'une finale de Coupe du Monde de foot. À l'heure où on parle, chaque Français, on considère qu'il est OK pour être appelé. Là, ça inverse la donne. On n'a plus le droit de t'appeler, sauf si tu as fait la demande d'appeler. Du chantage à l'emploi, ça j'en ai eu beaucoup, mais la France, elle a un problème globalement avec la réussite. C'est quelque chose qui est vu comme louche, pas complètement normal, mais c'est vrai dans le sport, dans la musique, dans la recherche, c'est vrai, les meilleurs se barrent. Enfin, des gens qui ont des PME, qui gèrent 100 personnes, je veux dire qu'on voyait les contraintes auxquelles ils font face, et ils méritent la Légion d'honneur. Là, peut-être qu'on ferait quelque chose d'utile. Parce que l'air de rien, on empile. Mais à la fin, quand on fait des lois, quand on crée des normes, faut bien embaucher des gens pour les faire respecter, et les suivre et les contrôler. Cette machine-là, elle est un peu folle. Moi, sur le sujet de la régularisation des travailleurs clandestins, je suis pas chaud du tout. Je m'interroge beaucoup sur le fait des allocations au chômage quand on a moins de 30 ans. Je pense que quand on a moins de 30 ans, on se débrouille et on bosse. Mais pour l'état d'esprit du pays, c'est catastrophique. Parce que vous avez celui qui bosse, qui lui, avec le système finance l'affaire, et qui se dit, mais en fait, ça sert à quoi ce que je fais, moi? Le système tel qu'il est aujourd'hui, il peut pas tenir. Il faudra faire des choix sur qui partira à la retraite avant les autres. Il faudra assumer de choisir qui, quel sera le niveau de cotisation, est-ce qu'on met une part de capitalisation là-dedans, voilà, parce que si ça c'est pas fait, le système un jour il impose. Le plus flagrant, c'est le résultat des dernières élections législatives. Dis-moi où tu habites, je te dirai ce que tu votes. Ce qui veut dire qu'on vit dans le même pays, mais que tout le monde vit pas les mêmes réalités et pas sur la même planète, quoi. Et donc ça veut en dire très long quand même, les résultats de ces élections. Le pays, il est fracturé de partout, et c'est vrai. Et pourquoi? C'est parce qu'on a voulu appliquer les mêmes politiques partout, à tout le monde. C'est l'État-providence. Mais le fait est que pendant très longtemps, quand même, on a un peu tourné le dos à la ruralité. Je n'ai jamais vu un seul maire de toute ma vie, mais je crois que beaucoup de collègues qui m'ont dit « Oh là là, s'il te plaît, faut mettre la parité, faut qu'on fasse des listes complètes ». Je n'avais jamais entendu ça. S'il n'y a pas le 49.3 dans pas mal de situations, et puis 2 ans, on ferait quoi? En vérité, on ferait rien du tout. Et d'ailleurs, les choses sont assez limpides. Vous prenez les pays où le plus de gens travaillent, le plus longtemps et le plus vieux, c'est là où il y a le moins de chômage qui existe. Bonjour et bienvenue dans RSVP, le podcast où la voix des citoyens rencontre celle de ceux qui dirigent. Ici, on explore les coulisses de la politique, de l'économie et des entreprises avec ceux qui les façonnent. On pose les vraies questions, celles qui comptent, pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'épisode est disponible au format long sur YouTube, en format court sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat, et au format audio sur les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, c'est un plaisir d'accueillir le sénateur de l'Aisne, Pierre-Jean Verzelen. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Charles, merci de l'invitation. Mais avec plaisir, c'est la première fois que tu fais un podcast? C'est la deuxième. Oh, donc t'es OK maintenant? Non, rodé, non, parce que ça fait un petit moment quand même, ça fait 2-3 ans. Ok, donc en effet, toi t'es habitué à la télé, au débat, ce genre de choses. T'es pas obligé de répondre en 1 minute. Là, on a vraiment le temps, je pense, d'aller dans les sujets, vraiment de creuser tout ça en profondeur. Donc t'as le temps pour répondre à toutes les questions. Et du coup, Pierre, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet pour un peu comprendre ton parcours en tant que sénateur, pour mieux comprendre comment on a fait pour arriver à 40 ans, devenir sénateur. Et je pose toujours la même question pour démarrer. C'était quoi ton métier de rêve quand t'étais enfant? Ah, mais j'en ai eu plein. Non, mais j'ai voulu faire skipper, j'ai voulu conduire des camions à l'autre bout du monde, j'ai voulu être footballeur à une époque. Ah oui, comme tout le monde. 98, comme beaucoup de gens. J'ai voulu faire des revues de presse, alors là, par contre, c'était déjà lié à l'actualité. Mais beaucoup de métiers différents, j'avais pas un truc comme ça qui m'obsédait plus que les autres. Mais le fait est que j'étais sûrement très rêveur, en fait. Donc j'étais vraiment plugué sur rien de très précis, mais j'ai rêvé de plein de métiers. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers la politique? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? Non. Mais alors, un truc très, très étonnant peut-être. Moi, quand j'étais adolescent plus, quoi, après 14-15 ans, quand je voyais des soirées de résultats électoraux, ça me créait plus d'émotion ou d'entrain qu'une finale de Coupe du Monde de foot. Tu vois. Donc, déjà, il y avait quelque chose de... Et puis, en fil rouge, il y avait la passion de l'actualité, qui a toujours été là. Et la conjonction de l'un et l'autre a fait qu'un jour, j'ai pris la carte dans un parti politique et que j'ai démarré. Mais je crois jamais trop au déclic. C'est beaucoup quand même un truc de passion. Et ceux qui le font, c'est parce qu'ils l'ont. Alors, les parcours sont pas tous les mêmes, mais souvent, c'est parce qu'ils l'ont, eux, et s'ils savent définir pourquoi, je trouve ça d'ailleurs plutôt inquiétant. C'est comme un type qui croit en Dieu, quoi. Il croit, c'est comme ça. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi être sénateur, concrètement? C'est le mot concret qui est important. Parce que précédemment, donc moi j'ai eu une carrière dans le privé, j'ai été élu maire en 2014, et après j'ai assumé des responsabilités exécutives, comme on dit, enfin locales, mais où j'étais toujours en poste de responsabilité, etc. Donc je me suis présenté aux élections sénatoriales en 2020, et tout le but du jeu et tout le travail que je mène, c'est justement d'essayer de rendre ça concret. Parce que les quelques premiers mois, et même peut-être les quelques premières années, entre ce que je faisais avant et le mandat de sénateur, au début j'ai trouvé ça un peu long, pas très réactif, un peu théorique. Bon, il a fallu s'adapter pour rendre ça concret, en tout cas. Et du coup, ça consiste en quoi exactement? Très simplement, voter des lois, amender des lois et proposer des lois.
Voilà, c'est que ça et c'est tout ça. Surtout que tu en as voté une récemment, on en reviendra après, donc Ouais. on a de l'actualité. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été élu et pas ton adversaire du coup? Mais on a un mode d'élection sénatorial qui est très particulier. Hein. C'est pas des duels. C'est une élection à la proportionnelle, Ouais. où il y a plusieurs listes avec des scores qui sortent, et selon les scores, il y a un nombre de gens par liste qui est élu. Donc moi, j'ai fait ma propre liste. Mais pourquoi on est plus élu qu'un autre? Il y a le parcours, les angles. Les sujets politiques sont toujours les mêmes. Toujours. La seule chose qui change, c'est les angles. Comment vous abordez les sujets. Et après, évidemment, il y a toute une partie aussi de relations humaines qui compte. Moi, j'ai toujours cru que si une maman arrive avec une poussette, qui a 5 personnes, et qu'instinctivement, c'est à vous qu'elle donne la poussette parce qu'elle a un truc très urgent à faire, bon là, vous avez un truc à jouer en politique, en tout cas. Ok, je vois. Mais d'ailleurs, toi, tu es sénateur Les Indépendants. Pourquoi être indépendant? Très simplement, quand je me suis présenté au sénatorial, je ne suis allé toquer à la porte d'aucun parti politique. Donc ça paraissait assez logique d'aller siéger dans un groupe qui s'appelait Les Indépendants, qui en plus ressemble plutôt à ce que moi je suis. Ce sont des élus de territoires ruraux. C'est un groupe à taille humaine. On est moins d'une vingtaine. Et je trouve que c'est bien, moi, pour trouver sa respiration de parlementaire. Voilà comment ça s'est fait. Mais quand on est indépendant, est-ce que c'est quand même des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées, mais en étant indépendant, où il y a vraiment de tout le spectre politique? On est plutôt un groupe de gens de droite, quand même. Voilà. Ok. Pas rattachés directement à un parti politique. Mais c'est quand même plutôt ça. Ok. Mais ça te dessert pas justement au quotidien pour faire voter des lois? Parce que quand on a un parti, on peut travailler à plusieurs. Là, quand on est indépendant, est-ce qu'on est un peu livré à nous-mêmes? Il y a l'avantage et le désavantage. L'avantage, c'est que vous êtes très libre dans tout ce que vous faites. L'avantage, c'est que dans un petit groupe, on se met assez vite d'accord pour savoir qui fait quoi et laisser la place aux uns et aux autres. On n'a pas la force d'un grand groupe qui permet d'avoir des postes à responsabilité, qui permet, quand vous proposez une loi, naturellement, déjà d'avoir un tiers de l'Assemblée avec vous. Donc il y a le pour et le contre. Au final, j'y trouve quand même beaucoup plus d'avantages. Ok, hyper intéressant. Et en dehors justement de ton travail de sénateur, qui j'imagine te prend quand même beaucoup de temps, c'est quoi un peu tes passions pour faire passer tout le temps que tu as à côté, le temps libre un peu? Mais tout est politique. Enfin, si je vais faire un repas de famille un dimanche, c'est tout ce qui est politique. Mais à quoi j'occupe le temps ou... J'allais dire l'actualité, mais ça fait type vraiment qui pense qu'à ça. Mais je suis papa depuis quelques temps, c'est quand même un Ouais. truc aussi, ça qui prend un peu de temps. Ah, du sport, j'essaie, mais purée, pas assez, quoi. Voilà, lecture, si, voir des copains, enfin des trucs très normaux. En Lecture fait. un peu? Ouais. Est-ce que tu conseilles un livre en particulier ou tu lis encore? Parce que l'autre fois, j'avais Charles Rodwell qui nous a conseillé un livre sur les semi-conducteurs. Ah Mais est-ce qu'il y oui. a un livre hormis Ah politique, non, business? moi je suis dans des trucs beaucoup plus quotidiens, beaucoup plus dans l'actualité. Quel livre m'aurait particulièrement touché? J'ai lu la dernière histoire d'amour de Marguerite Yourcenar. Voilà, c'était un truc très, très, Oui, très, rien à très voir en intéressant. effet. Mais moi, je suis complètement le type qui, à l'école, ne lisait pas, ou vraiment, moi, l'éducation nationale a réussi à me dégoûter de la littérature. Et encore une fois, je comme comprends beaucoup même... de gens. Ouais, j'arrive pas à comprendre comment on met le rouge et le noir dans les mains de quelqu'un de 15 ans. Ça se comprend tellement plus tard. Donc, j'essaie de rattraper le temps perdu, quoi. Ok, je vois. Et il me semble que tu aimes bien un peu les montres. Et du coup, Oui, je te propose 3 montres d'accord. et tu gagnes celle que tu préfères. Je la gagne. Il y a énormément de budget sur ce podcast. C'est génial. Alors, je t'en propose 3. Est-ce qu'il y en a une des 3 qui te dit j'aimerais bien l'avoir? Oui, Indépendamment du prix quand même. Hein. indépendamment du On prix, peut mais pas je la pense que le revendre. prix va quand même entrer en compte dans l'affaire. Mais la Daytona Rolex au milieu, bien sûr. Daytona Mais Rolex, au-delà même du prix, je crois qu'il faut juste déjà arriver à se la procurer. Ce qui est déjà une c'est première vrai que option. je crois que pour les Daytona Rolex, c'est bien 2 ou 3 ans d'attente Je crois que c'est assez long, ouais. pour en avoir une. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, Mais ta Gueuilleur était pas mal aussi. merci Hein. du cadeau, en tout cas. Avec plaisir. Non mais attends. L'autre fois, avec Charles Rodwell, je lui ai offert 10 millions. Donc presque, tu te fais un peu arnaquer. Hein. Je me fais un peu avoir, ouais. Mais ok, très clair. Écoute, si tu veux, je te propose de passer directement à ton travail de sénateur, justement, les lois que tu fais voter, les sujets sur lesquels tu travailles. Et récemment, donc toi, tu as fait voter la loi qui est passée à l'unanimité au Sénat, donc qui est la loi qui vise à interdire le démarchage téléphonique aux Français de manière non consentie. Comment toi, tu as eu l'idée d'inverser un peu la chose? C'est-à-dire que d'habitude, on part du principe que les Français sont consentants au fait d'être démarchés téléphoniquement. Et là, toi, tu proposes de dire non, personne n'est consentant, vous devez demander l'accord pour que ça soit OK. Mais j'ai rien inventé. J'ai juste fait réussir à voter ce qu'on n'arrive pas à faire voter depuis 10 ou 15 ans.
Je me suis inspiré de ce qui s'est fait un peu dans d'autres pays. Mais je veux dire, cette volonté de retourner le cadre, c'est ce que tu viens de dire. Hein. À l'heure où on parle, Ouais. chaque Français, on considère qu'il est OK pour être appelé. Donc voilà, ce qui explique que tout ce qui a été fait depuis des années ne fonctionne pas. Là, ça inverse la donne. On n'a plus le droit de t'appeler, sauf si tu as fait la demande d'appeler. Mais c'est pas le consentement comme il existe aujourd'hui où on clique en bas d'une page. Oui. Non, non. On donne un numéro de téléphone, on clique une case en disant merci de m'appeler pour tel produit, etc. Mais parce que pendant longtemps, il y a eu, de la part du monde économique, une forme de pression. Sur le thème, vous allez toucher à beaucoup d'emplois sur les plateformes d'appel. Vous allez retourner des outils économiques qui marchent sur le démarchage téléphonique. Donc ça bloquait. Sur peut-être le terme du chantage à l'emploi. Mais moi, j'ai une chance, c'est que le démarchage a tué le démarchage. C'est-à-dire que même des entreprises qui luttaient contre ça, maintenant étaient les premières à dire, attendez, même mes propres clients, quand je les appelle, ils ne décrochent plus le téléphone, parce que quand on voit plus un numéro, voilà. Et en vérité, on vend plus tellement de produits ou de services par démarchage téléphonique. Un peu, mais à la marge, ça fait plutôt tourner une forme d'économie parallèle, quoi. Donc, j'ai bénéficié aussi de ce moment-là, où je pense que le truc était arrivé à bout de souffle, ce qui n'empêche que les pressions, il y en a eu certaines. Mais enfin, à la fin de l'affaire, on a réussi à aller chercher un vote unanime par une mécanique compliquée. On est repassé à l'Assemblée. Bref, on est arrivé au bout, c'est voté, mais ce sera en place dans 1 an, en août l'année prochaine. Il y a un délai qui est assez long, qui a été négocié sur l'autel surtout de aucune exception pour aucun métier. Voilà. Ok, mais surtout, tu l'as dit, c'est à l'unanimité. Est-ce que c'était un peu une loi votée d'avance ou tu as vraiment dû aller chercher un peu d'autres sénateurs et tout? Parce que c'est rare, j'ai l'impression d'être Non. d'accord à l'unanimité. Ça arrive. Ça arrive. Non, j'étais pas si optimiste que ça, parce qu'on m'avait expliqué au bout de quelques jours que de toute façon... Parce que donc ça se passe comment? Je dépose le texte de loi. Au sein du groupe, on a ce qu'on appelle une niche parlementaire, dans laquelle on peut inscrire nos 2 textes par an. Et dans le groupe, on fait le choix d'inscrire le texte que j'avais déposé. Et ça passe en commission des lois. Et là, je croise des personnes importantes de la commission des lois qui me disent « Mais ton truc, il passera jamais. Ça fait, on a déjà fait le coup plusieurs fois. Oublie, ce sera amendé totalement, ce sera vidé de son sens. » Donc, tout mon travail a été de démontrer que l'impact sur l'emploi n'était pas du tout celui qu'on racontait. Que les plateformes d'appel, de démarchage téléphonique à froid, elles ne sont pas ici, elles sont de l'autre côté de la Méditerranée. Que les chiffres annoncés par certaines entreprises sont totalement faux. Par exemple, des mutuelles qui vendent, je caricature, 3 produits par an en démarchage téléphonique, et qui vont vous reconstituer toute la boîte comme vivant du démarchage téléphonique. Voilà, donc tout le travail a été de remettre à l'endroit les chiffres sur la réalité de ce que pèse le démarchage. Et en contrepartie de ça, je ne dis pas que ça ne touche personne. Enfin, de l'autre côté, ça emmerde 60 millions de gens tous les jours, quoi. Ça compte mais peu c'est un aussi. enfer. C'est pénible, ouais. Mais c'est pénible pour des gens comme nous, c'est juste pénible. Moi, dans mes permanences comme parlementaire ou conseiller général, des gens pour qui ça a été le pied dans la porte de l'escroquerie, c'est ça aussi le démarchage. Et là, ça va beaucoup plus loin en termes d'effets nuisibles, quoi. Mais du coup, tu as quand même reçu des pressions, du coup? Ou tout le monde était en mode, c'est un peu la fin du système, tout simplement? Si, un peu. Pas forcément moi directement, mais un peu. Si, mais du truc à l'emploi, du chantage à l'emploi, ça, j'en ai eu beaucoup. Après, je ne doute pas, mais ils sont pas vraiment passés par moi. Je crois qu'ils avaient plutôt le numéro de Bercy. Les grands opérateurs téléphoniques, les grands énergéticiens avec la 42 000 filiales. Bon, voilà, tout ce monde-là, évidemment, était un peu en ébullition. Et c'est sûrement ce qui explique aussi qu'à la fin, le point d'accord est tombé sur un délai d'1 an pour que les uns et les autres puissent s'organiser. Mais là, moi, depuis récemment, je me fais appeler en numéro masqué. Est-ce que tu penses que ça va être possible de lutter contre ça? Parce que finalement, on peut même pas se plaindre à personne. Mais alors, il faut voir qu'il y a 3 types d'appels. Un, il y a ceux qui ont récupéré les données, vos données. Bon, ils les ont achetés, ils les ont volés, ils ont échangé, bref, ils les ont, ils vous appellent. Premier truc. Deuxième chose qui se développe énormément, ce sont des robots. Des robots qui, toute la journée, tournent, génèrent des numéros, et quand ils trouvent un numéro qu'ils connaissent, boum, l'appel part, et soit l'IA au début, soit un téléconseiller vous entreprend. La troisième source, c'est les gens qui, eux, pour le coup, font des démarches vraiment d'escroquerie. C'est encore autre chose. En tout cas, pour les 2 premiers sujets, ça pourra être réglé parce que les opérateurs vont être dans la boucle aussi. Là où on va identifier qu'un nombre d'appels énorme part d'un endroit, il y aura la capacité pour l'opérateur et le devoir de couper ce lieu d'appel. Et j'ajoute aussi que pour les plateformes qui sont installées à l'étranger, à la fin de tout ça, il y a un opérateur, une entreprise française qui a passé un contrat avec une plateforme en disant merci d'appeler pour vendre tel service, tel produit, pardon. Cette entreprise, elle sera responsable, celle installée en France. Ah, donc elle peut avoir des amendes si elle ne respecte pas... Ah oui. Okay. Si on fait bosser une plateforme à Marrakech, l'entreprise française va être responsable. Il y a quelques semaines, j'ai reçu donc, sur RSVP, donc Charles Rodwell, le député, qui est notamment rapporteur de la commission sur les freins liés à la réindustrialisation de la France. On est venu à parler d'attractivité, notamment de la guerre des talents entre les différents pays du monde. Et on est venu au fait que maintenant, il y a de plus en plus de Français, notamment les jeunes,
qui quittent la France pour les États-Unis, les Émirats, Singapour principalement, tu vois, pour des raisons de salaire élevé souvent, mais aussi à cause de la bureaucratie accablante, tu vois, qui empêche d'entreprendre. Comment la France peut faire, tu vois, pour retenir ses talents alors que la France a payé, tu vois, toute la formation en général? C'est une perte sèche pour nous, tu vois. Mais la France, elle a un problème globalement avec la réussite. C'est quelque chose qui est vu comme louche, comme pas complètement normal. Alors, pour des questions du mot égalité, qui est un mot que j'aime pas du tout, parce que c'est un mot très faux. Bon. Je sais pas si c'est au nom de ça ou pas, mais dans la société, c'est bâti quelque chose de pas bon. Et c'est vrai que pas dans tout, mais c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans la recherche, c'est vrai. Les meilleurs se barrent. Les meilleurs se barrent. C'est pour des questions d'argent, peut-être, certainement, pas que. Aussi ce côté, effectivement, liberté d'action. Enfin, la grande question qu'on peut tous se poser, pourquoi les Facebook, les Insta, pourquoi tout ça, Google et tout, pourquoi tout ça, il n'y a pas une entreprise de ce groupe qui s'est fait en Europe? La matière grise, elle est là, les centres de recherche, ils sont là, le pognon pour investir, je pense qu'il est là quand même aussi, mais on ne porte pas en nous, et la France peut-être encore pire, quelque chose qui encourage à la réussite. Et ça, c'est un vrai problème de fond du pays. Mais est-ce que c'est pas même à l'échelle européenne, du coup? Parce que tu vois, on a un champion avec Airbus, tu vois, dans l'aéronautique et la défense. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à répliquer des succès similaires dans d'autres industries? Est-ce que c'est un peu un manque de volonté aussi des participants de l'Union européenne, peut-être? Je vais redire un peu la même chose. Je pense que la réussite n'est pas vue pareil. La souplesse dans l'action n'est pas la même non plus. Peut-être qu'il y a jusqu'à un moment, le système des investisseurs était moins souple qu'il ne l'est devenu depuis. Mais ouais, il y a quelque chose de pas très sain à la réussite. Et effectivement, enfin, je veux dire, aujourd'hui, monter une entreprise en France, j'en visite beaucoup des entreprises. Moi, avant, je travaillais avec les PME, je trouve ça très intéressant. Enfin, des gens qui ont des PME qui gèrent 100 personnes, je veux dire qu'on voyait les contraintes auxquelles ils font face. Les contraintes financières, c'est un sujet, mais enfin des contraintes quotidiennes, et ils méritent la Légion d'honneur. Enfin, je veux dire, ce pays est très, très complexe de ce côté-là. Donc c'est la bureaucratie, finalement, qu'il faudrait combattre éventuellement? Combattre, il faudrait faire les choses complètement autrement. Il faudrait qu'on arrête de faire un Ok. système où la bête se nourrisse. Il faudrait arrêter de créer des normes pour, après, contrôler le bureau qui va contrôler la norme. Vous voyez, par exemple, dans le travail de parlementaire, moi, je trouve qu'on vote beaucoup de lois, et qu'on en vote sûrement trop. Je ne nie pas que quelques-unes sont très utiles, comme le démarchage. Mais peut-être qu'un travail de contrôle serait plus utile. C'est-à-dire qu'on reprenne ce qu'on a voté il y a 10-15 ans, par exemple, ce qui a été voté, moi je n'étais pas là, mais et on dise, bon alors, sur ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça faut qu'on retire, ça faut qu'on change. Là peut-être qu'on ferait quelque chose d'utile, parce que l'air de rien, on empile, on empile, on empile. Mais à la fin, quand on fait des lois, quand on crée des normes, il faut bien embaucher des gens pour les faire respecter, et les suivre et les contrôler. Cette machine-là, elle est un peu folle, ouais. Tous les entrepreneurs, en général, me disent que, en effet, parfois, il y a des lois qui ont été faites il y a 40 ans et qui n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Mm. C'est ce que disait déjà Mathias Bacchino l'autre fois, c'est qu'il y avait une raison d'être à un moment donné, mais accumulées l'une après les autres, en fait, ça devient insurmontable. Mais c'est ce fameux exemple-là du code du travail qui a été multiplié Ouais, voilà. par 10 ou qui a grossi énormément. Mais c'est vrai. Et il faudrait... Moi, je crois beaucoup à ça, comme Mais on travail peut de le parlementaire. faire réellement, Mais oui. supprimer, parce que j'ai l'impression qu'on fait que créer en France, on rajoute, Mais et oui. on revient jamais en arrière. Mais oui. Mais ça demanderait de reprendre ce qui a été fait. Si on cherche à parce que souvent on fait ça en fait. On repropose une loi pour essayer de réadapter ce qui a été fait précédemment. Mais donc à la fin, on ne fait encore que d'empiler une étagère supplémentaire, quoi. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est revenir au cœur des lois qui ont été votées, dire on garde pas. Un truc extrêmement Ah oui. simple en fait. Et ça se vote, comment ça se passe exactement? Non, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Je veux dire, dans le travail de parlementaire, il n'y a pas Ah oui. un mois réservé à regarder des lois qu'on a votées il y a 10 ans et qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on en sort. Ça n'existe pas. Je pense que ce serait très utile. Plus que mais de rajouter... le process n'existe même pas? Non. Mais si on devait mais c'est possible constitutionnellement, par exemple, de retirer une loi où il faudrait faire des changements? Je ne vais pas rentrer dans la technique. Je ne sais pas si la Constitution permet de la retirer ou que sur un vote, on puisse retirer Ok. un truc. Je ne vais pas faire le malin. Voilà. Oui, oui. Mais en tout cas, le principe, il me paraît frappé au coin du bon sens. Ah oui, ok, je pensais que de temps en temps, il y avait un peu des reviews, mais bon. Non, mais peu. Ok, intéressant. Mais d'ailleurs, Charles me disait que lorsqu'il était justement allé au Maghreb, que ces pays-là avaient aussi un peu les mêmes problèmes, c'est que leurs élites partent du Maroc et Tunisie principalement vers la France. Donc en fait, ils perdent leurs élites locales, aussi les forces vives pour travailler. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un problème pour ces pays-là? Ça les empêche de se développer? Certainement, mais je ne connais pas assez le Maroc, je ne connais pas assez la Tunisie. Je pense que tous les pays, plus ou moins d'émigration, je veux dire, est-ce que l'émigration des talents, finalement, c'est quand même
Et problématique le pour tout le monde. talent, pourquoi ils viennent en France et pourquoi ils vont pas, par exemple, aux États-Unis et dans les Émirats, Ah, je comme on pense que disait oui avant. aussi, hein. Je pense que pour Voilà. l'argent, ils vont là où l'argent les attire. Après, l'avantage de la France, c'est qu'ils parlent français forcément. Ouais, il y a ça. Je pense. Je connais trop mal de l'intérieur ces pays-là pour savoir exactement. Je vois bien sur les médecins, etc. Mais sur ce qu'on appelle des talents ou des chefs d'entreprise qui veulent réussir, je connais pas assez intimement ces pays-là pour dire. D'ailleurs, tu vois, quand on parle d'immigration en France, c'est quand même un sujet extrêmement brûlant qui divise toute la classe politique. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, tout est politique en France en général. On a d'un côté des gens qui veulent une régularisation massive sans condition. De l'autre côté, des gens qui disent pas d'immigration. Et au milieu, on a souvent les chefs d'entreprise qui disent bah, nous, on a besoin quand même de main-d'œuvre, de gens pour travailler. Est-ce que c'est pas un peu cohérent parfois de faciliter potentiellement euh, la régularisation des gens, permettre aux sans-papiers de travailler? Est-ce que c'est des choses vers lesquelles il faudrait aller? Est-ce qu'il y a un juste milieu dans l'immigration finalement? Moi, sur le sujet de la régularisation des travailleurs clandestins, je suis pas chaud du tout. Premièrement, ça veut dire qu'on dit à des gens, aussi bien de chefs d'entreprise que la personne, à ceux qui n'ont pas respecté la règle, bon, finalement, on passe un truc dessus, c'était... Voilà. Tout phénomène de régularisation qui ont lieu dans l'histoire, en fait, ont eu des effets de pompe aspirante. Parce que derrière, les passeurs vous disent, regardez, finalement, au bout d'un moment, vous allez voir, les papiers, vous allez les avoir, même en respectant pas la règle. Et puis, il y a des réalités quand même. Moi, je peux parler d'un exemple que je connais à Crécy-sur-Serre, là où j'étais maire. Il y a une usine qui a ouvert de production de, j'espère qu'il ne m'en faudra pas d'en parler, de production de champignons bio, qui a ouvert depuis 10 ans. Il y a maintenant 100 personnes. Il y a une quarantaine, je crois, si je ne me trompe pas, de travailleurs polonais maintenant dans l'usine. Qui sont des. Alors en plus, à charge française, à contrat de travail français, c'est pas du travail détaché. Hein. Des difficultés à trouver des gens à employer. Et moi, maire de Crécy, des gens qui peuvent travailler, j'en connais qui pourraient le faire, vous voyez. Donc il y a. Et ça, c'est pas un truc que je rêve, c'est pas un truc que j'ai. Bon voilà, c'est une réalité. Donc il y a quand même un rapport entre le nombre de gens qui ne travaillent pas, des emplois des fois qui sont disponibles, des emplois qui ne sont pas pris par les Français. Il y a un vrai sujet là-dessus déjà, quoi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait corriger justement pour inciter éventuellement ces gens-là à travailler? Mais très simplement, en permanence, j'en ai déjà eu, notamment des jeunes. Moi, je suis assez... Je m'interroge beaucoup sur le fait des allocations au chômage quand on a moins de 30 ans. Je pense que quand on a moins de 30 ans, on se débrouille et on bosse. Alors, je ne suis pas non plus pour un truc à la schlag. Dans la vie, on peut avoir des histoires compliquées. Mais, et donc, j'en ai vu, moi, mais qui vont m'expliquer très simplement, font le calcul, hein, bon, à quelques... Alors, on ne gagne pas forcément plus, mais à quelques dizaines d'euros près ou centaines, entre la contrainte que ça m'apporte et ce que j'ai là, en vrai. Ben voilà, le système rend les gens, des fois, à des comportements assez... Ah oui, donc C'est terrible. c'est un peu l'État-providence qui est un peu trop généreux, alors dirait-on. Mais effectivement, Là-dessus. mais bien sûr. Mais d'ailleurs, surtout que j'ai l'impression que cet État-providence, aujourd'hui, on peut plus vraiment le financer, avec notamment toute la partie charge sociale, et même, ça rejoint aussi le problème des retraites, comment on peut financer ce train de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça implique finalement de baisser toutes ces dépenses de l'État et donc d'être moins généreux avec les gens? Il y a sûrement dans le fonctionnement interne de l'État beaucoup à revoir, beaucoup dans le fonctionnement des agences, mais sur l'histoire du social, c'est évident. Enfin, c'est le tonneau des Dalaïdes. Je veux dire, on met des sommes de plus en plus importantes. J'ai pas l'impression que ça solutionne en vérité grand-chose. Et c'est au-delà même de l'argent. Je reprends le cas de, imaginons, il y a des postes de libre et les gens les prennent pas parce que... mais pour l'état d'esprit du pays, c'est catastrophique. Parce que vous avez celui qui bosse, qui lui, avec le système finance l'affaire, et qui se dit, mais en fait, ça sert à quoi ce que je fais, moi Bon, vous voyez, là-dessus, ça tourne pas rendu. Donc, évidemment que la politique sociale, elle est à revoir en profondeur. Et est-ce que toi, tu milites aussi pour un changement aussi sur le système de retraite ou pas particulièrement? Parce que beaucoup de gens, moi le Mhm. premier, hein, je suis souvent à dire que les jeunes de ma génération, on n'aura pas de retraite ou très peu. En fait, pour 1 euro donné, on aura moins que 1 euro dans 40 ans, ça paraît évident. Est-ce que du coup, il faut réformer tout le système ou est-ce que toi, tu as des solutions, des idées là-dessus? Non, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent matin, midi et soir depuis des années, donc je vais pas... non, voilà comment il faut faire. Non, bien sûr. Et juste quand même rappeler quelque chose, parce que on a toujours l'impression que l'argent qu'on met de côté pour la retraite, c'est pour la sienne, mais ça marche jamais comme ça. Non. On met de l'argent dans une caisse qui est consommée par les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Et que l'énorme problème qu'on a, c'est que celui qui met dans la caisse, eh ben, il y en a de moins en moins, et ceux qui reprennent dans la caisse, il y en a de plus en plus. Exactement. Voilà l'équation du problème. Donc le système par répartition, il tiendra en partie, et il est nécessaire pour ceux qui sont le plus exposés, qui ont eu les boulots les plus difficiles, qui doivent continuer, eux, à partir assez tôt. Par contre, pour plein d'autres métiers, comme le tien, le mien ou d'autres,
évidemment qu'on partira beaucoup, beaucoup plus tard et qu'il faut faire rentrer un système en partie de capitalisation. Alors évidemment, en France, ça inquiète tout le monde. Le mot capitalisation, c'est le capitalisme horrible. Non, c'est pas ça. Il y a plein de pays qui le font, ça marche bien, c'est plutôt dynamique, c'est en grande partie sécurisé d'ailleurs. Euh, En tout cas, voilà, le système tel qu'il est aujourd'hui, il peut pas tenir. Il faudra faire des choix sur qui partira à la retraite avant les autres. Il faudra assumer de choisir qui. Quel sera le niveau de cotisation. Est-ce qu'on met une part de capitalisation là-dedans? Voilà, parce que si ça, c'est pas fait, le système, un jour, il implose, hein, c'est clair. Mais comment ça se fait, selon toi, que finalement, tout le monde connaît ce problème? Pourquoi on fait rien? Bah, on fait pas rien. Je veux dire, c'est quand même un sujet qui revient très régulièrement. Je veux dire, tous les 5 ans, on décide de rallonger, de trouver des méthodes qui fassent que les cotisants cotisent un peu plus longtemps, etc. Donc Mais le qui semblent problème, pas on des s'y solutions attaque parce qu'il n'y a pérennes. pas le choix. Chaque fois, il doit y Ouais. avoir des warnings qui sonnent de partout en disant faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais de revoir le système en profondeur, vraiment, enfin, capitalisation, d'accord, mais c'est surtout le sujet de décider qui continuera à partir plus tôt, qui peut-être qui cotisera plus que les autres. C'est ça qu'il faut s'attaquer. Mais évidemment, il y a une forme de bombe politique là-dedans, hein, parce que dire ton métier à toi, il est plus pénible que le métier du voisin, donc toi, tu partiras Mhm. plus tôt. Mais quand même, il y a des choses assez objectives sur les espérances de vie, sur des réalités de métier qui sont celles des uns et des autres. Mais c'est à ce prix-là qu'on trouvera une solution. Mais est-ce que tu penses que lorsqu'on fera ça, ça sera la révolution? Non, Comme pour mais les Gilets non, jaunes? non, non, ce sera Est-ce pas la que... révolution et on n'aura pas le choix de toute façon. Mais la France, c'est un truc un peu comme ça, hein. On regarde le problème pendant 20 ans, comme une poule regarde un œuf, et puis un beau matin, on sait Ça pas tourne au pied pourquoi, du boum, mur. ça claque un peu, mais on y arrive. En tout cas, la plupart des gens que je reçois sur ce podcast sont plutôt en accord sur le fait de la retraite par capitalisation et qu'en France, maintenant, on la nomme retraite par l'épargne. Parce que justement, le mot capitalisation faisant trop capitaliste, épargne, ça Oui, fait un c'est petit vrai. peu plus Ça passe mieux dans le réfléchi. décor, c'est vrai. Exactement. C'est des nouveaux éléments de langage qui, vous allez voir, je pense, vont se propager en tout le pays. Mais en effet, la retraite par l'épargne, pourquoi J'aurais pas. dû l'avoir, j'ai pas été bon. Mais effectivement. Mais d'ailleurs, dans les faits, c'est plutôt ça. Oui, c'est par l'épargne. Non, mais en fait, ça dépend en fait comment on le fait. Aujourd'hui, les Français, c'est par l'épargne parce que c'est leur argent qu'ils mettent de côté, qu'ils investissent. Après, par capitalisation, ça serait, je pense, faire des fonds de pension ou des fonds souverains qui investissent directement, potentiellement, sur les marchés financiers. Donc aussi, ça serait bien, je pense, pour financer l'économie européenne, parce que si d'un coup, on arrive avec 1000 milliards, bah, on peut financer toute l'industrie, quoi. Mais et avec des fonds souverains à l'échelle d'un pays, on peut faire des choix stratégiques importants, essentiels pour le développement d'un pays dans les années qui viennent, quoi. Bon, ça nous demande une petite révolution, là, quand même, intellectuelle. Mais oui. C'est sûr. Mais selon toi, pourquoi il n'y a pas de fonds souverains, genre en France? Alors souvent, c'est lié, les revenus liés au pétrole ou au gaz, pour, Mm. par exemple, le Royaume-Uni, la Norvège ou les Émirats, par exemple. Mais en France, est-ce que Non, puis si je commençais par le début, pour avoir un fonds souverain, faut avoir il des faudrait excédents? déjà avoir de l'argent et des excédents, et on est loin d'en avoir. C'est peut-être déjà le début du problème. L'autre fois, j'avais Mathis Bacchino qui disait un fonds souverain fondé sur le tourisme. Les excédents du tourisme, on pourrait les investir potentiellement. Comme c'est une des seules ressources qu'on a, utiliser le tourisme. Après, en effet, le temps qu'on aille dans des fonds de souverains, je pense qu'on a un peu de temps en France. Justement, tout à l'heure, on a parlé d'immigration, donc tu vois, sur la régularisation. Euh, Tu vois, souvent, en France, on parle un peu, tu vois, du vivre ensemble et tout, mais j'ai l'impression que depuis 70 ans, les politiques pour vivre ensemble, bah, elles ne fonctionnent pas. La haine aujourd'hui se propage de plus en plus. J'ai l'impression que tout le monde est un peu, tu vois, le bouc émissaire de quelqu'un d'autre. Comment on fait pour construire une société qui puisse avancer ensemble et non pas en opposition? J'ai l'impression qu'on est à une fracture qui devient de plus en plus flagrante en France. Le plus flagrant, c'est le résultat des dernières élections législatives. Alors, les 2 dernières, mais la dernière encore plus prononcée. On peut dire, dis-moi où tu habites, je te dirai ce que tu votes. Avant, c'était des écarts et un peu des territoires de gauche, de droite, mais ça frottait, et puis des fois ça basculait. Mais là, c'est incroyable. Vous habitez dans une grande banlieue d'une grande ville, c'est LFI qui fait 70%. Vous habitez en ruralité comme chez moi, le RN fait 70%. Et vous habitez dans le plein centre-ville et Macron fait 70%. Moi, je caricature à gros traits Oui. partout. Mais, non, mais ce qui veut dire quand même que et tous les uns les autres ont des discours pour le coup extrêmement différents les uns des autres. Ce qui veut dire qu'on vit dans le même pays, mais que tout le monde ne vit pas les mêmes réalités et pas sur la même planète, quoi. Et donc, ça veut en dire très long quand même, les résultats de ces élections. Après, sur le côté, je vois bien qu'il y a un rapport comme ça, la hiérarchie, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez 10 personnes sur une île déserte pendant 2 ans, vous revenez après, 2 ans après, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a un pas-chef, il y a ceux qui... C'est comme ça, c'est la nature humaine, et c'est comme ça qu'un pays fonctionne, et c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner. Peut-être que des gens ont un peu de mal à l'admettre. Et sur le mal-être, je trouve qu'on est tous les uns les autres peut-être trop à regarder comment ça se passe chez l'autre plutôt que regarder sa propre vie. Et ça, je pense que ça en dit long
sur effectivement un malaise. Euh, je reprends cette formule, on regarde plus dans l'assiette de l'autre que dans la sienne, et Ouais. ça décrit quelque chose. Bah, c'est Et typique de l'être humain, quoi. De se comparer constamment. c'est peut-être typique de l'être humain. J'ai l'impression que c'est peut-être plus prononcé chez nous. Je vois dans d'autres pays. Non, mais je sais pas, aux États-Unis, on a toujours l'impression que celui qui a réussi, pour le coup, lui, on le regarde, ah, super, hein, comme ça qu'il faut faire. Bon, dans d'autres pays, on le regarde, ah, c'est bizarre quand même, pourquoi il a ça? Peut-être qu'il le mérite pas. Voilà, bon. Ça décrit un état d'esprit. Mais, mais oui, cette réalité, le pays, il est fracturé de partout. Et c'est vrai. Et pourquoi? C'est parce qu'on a voulu appliquer les mêmes politiques partout, à tout le monde. C'est l'État-providence. Et or, quand on fait ça, on ne creuse que les inégalités et que les écarts, parce qu'on a évidemment des réalités différentes et qu'on ne peut pas traiter du tout les territoires de la même manière. Comment ça se fait qu'on n'a pas adapté justement au fur et à mesure des décennies en voyant que ça a échoué éventuellement? Pourquoi on n'a pas changé tout ça? Je pense qu'on est un pays qui a un rapport assez particulier à la vérité. Ça fait notre charme, hein, d'un côté, il faut bien le reconnaître. Mais on a du mal à regarder les choses en face. Là, j'avais lu un bouquin, mais alors moi, c'est horrible, je perds tous les titres des livres, mais l'été dernier, qui est sorti en 2002, mais qui a fait grand bruit à l'époque, où en gros, le journaliste, mais le pauvre, il était voué hégémonie à l'époque, où il parlait de ce qui se passait dans les banlieues, et il parlait de la montée de l'islamisme, c'était les prémices, enfin plus que les prémices, là, mais... et le type a été cloué au pilori pendant 10 ans, le sujet a été complètement... Ah oui, ok. mais donc, il y a quand même eu des lanceurs d'alerte, des réalités qui ont été remontées, mais en France, on aime se raconter l'égalité, on vit ensemble, et puis on y arrive, et puis voilà. Mais le cœur du problème, il est là. Et je pense que, pour le coup, maintenant, on commence à en prendre conscience des fractures. Mais tout à l'heure, tu vois, as parlé qu'on avait tous un peu différentes réalités. J'ai l'impression aussi que c'est accentué par les réseaux sociaux, parce qu'avant, on vivait tous dans le même monde, mais on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se radicalise de plus en plus facilement. Et moi, je suis pas connaisseur des algorithmes, mais je pense que, par exemple, les algorithmes font que mécaniquement, comme évidemment, quand on a moins de 40 ans maintenant, à part bon, Facebook, on est déjà dépassé, ok, j'ai compris, tant pis. Mais TikTok, etc., je pense qu'effectivement, il y avait, enfin je réfléchis en parlant, mais il y avait la grande messe du 20h, il y avait quelques éléments comme ça qui faisaient qu'à peu près les Français voyaient la même chose à la télé, partageaient le même truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de télé, il n'y a plus que le téléphone et le réseau social, visiblement, l'algorithme, il tourne à 200 à l'heure pour que vraiment on rentre bien voilà, enfin, les choses auxquelles on croit, les choses auxquelles on est sensible. La machine tourne à plein tube pour vous vendre que ça, quoi. Donc, effectivement, que ça doit participer à ça, ouais, clairement. Et d'ailleurs, tu vois, on a parlé de politique publique. Ces dernières années, voire décennies, elles sont beaucoup focalisées donc, sur les quartiers définis comme prioritaires par l'État. Parfois, tu vois, au dépend même de certaines régions et territoires, aussi bien de la France métropolitaine, mais même des territoires d'outre-mer qui ont parfois été abandonnés. Est-ce que toi, tu es sénateur de l'Aisne, tu es au contact directement des habitants. Est-ce que tu l'as ressenti justement dans ta région en particulier? Alors, je ne suis pas forcément pour la guerre entre les villes et les campagnes, mais si on regarde les choses de manière objective, pendant très longtemps, quand 1 € était dépensé en ruralité, 3 ou 4 ont été dépensés dans les territoires urbains. Avec des choses qui s'expliquent quand même, hein. Je veux dire, Il y a plus de gens? et il y a plus de gens, et puis les travaux sont pas les mêmes. On met pas non plus des métros Oui. voilà, qui traversent les villes. Mais le fait est que pendant très longtemps, quand même, on a un peu tourné le dos à la ruralité. Et d'ailleurs, on parlait du 20h là, mais la ruralité, je trouve qu'elle a un peu un problème d'incarnation. C'est-à-dire que pour beaucoup, je pense qu'il y a le sentiment de on fait pas partie du film. Parce que si vous prenez des... Alors, il y avait le Trésor de Jean-Pierre Pernaut, vous me direz, mais sinon, vous regardiez le 20h, enfin, on parle des problèmes en banlieue qui sont vrais, qui sont réels, tout ça. Oui, évidemment. Vous ouvrez un journal, on en parle. Oui, évidemment, c'est vrai. Vous prenez Netflix, nombre de séries qui décrivent... Ah, mais j'ai toujours le truc de dire, on a fait les Karine Le Marchand, là, L'amour est dans le pré. Voilà un moment où on commence à parler un peu de la ruralité. D'ailleurs, avec un biais... Avec des clichés, toujours. Avec des clichés un peu, mais bon, ça c'est la vie, c'est pas grave. Même chez les élus. Les grands élus nationaux sont plutôt des gens qui sortent de milieux très urbains, dont le parcours politique vient de là. Donc il y a un vrai sujet d'incarnation, et c'est très important pour les gens. Personne ne croit au Père Noël, personne ne croit à celui qui va arriver en disant « je vais faire ci, ça, on va faire tel investissement et tout va changer ». Mais si déjà vous avez les bons mots, si vous savez décrire une réalité de ce que les uns et les autres vivent, les gens vous regardent et disent « tiens, il a compris ce qui se passe, lui ». Déjà, c'est très important. On manque un peu de ça. Hein. C'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des réalités très différentes entre la ville et la campagne, et qui votent d'ailleurs pas pour les mêmes partis, et les gens veulent même plus s'écouter aujourd'hui, parce que tout le monde critique l'autre réalité, et ça devient un peu n'importe quoi, j'ai Mais l'impression. alors, même sans se critiquer, parce que c'est pas forcément le cas de la critique, mais si je... Bon, le café de Crécy-sur-Serre où j'allais souvent fermer, mais c'était intéressant parce qu'on entendait parler... Si je prends ça, et puis je prends des copains que j'ai ou des gens que je vois sur Paris, mais
Alors moi, ça me passionne, je suis content de faire les deux. Mais effectivement, les centres d'intérêt, les sujets ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, les gens en ruralité sont, me semble-t-il, connectés, pas le bon mot, mais plus enclins à suivre ce qui se passe autour de chez eux, à suivre ce qui se passe dans l'actualité. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sociétal, de beaucoup plus collectif, beaucoup moins dans les villes. Mais est-ce que c'est parce qu'aussi c'est peut-être des plus petits villages ou villes et donc on est plus connecté à notre communauté directe du quotidien? J'ai l'impression qu'à Paris, tu connais pas les gens qui habitent dans ton immeuble et c'est normal. Veste un sentiment, je pense, de communauté plus fort quand tu parles avec les gens, tu les connais, c'est tes amis, ce genre de personnes. Ça l'a sûrement joué, mais je pense que si on prenait... Attends, on va passer le truc à parler du JT de 20h. Mais je pense que si on regardait les audiences des journaux télévisés de 20h, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts en ruralité qu'en ville, par exemple. Et comment, du coup, les gens ils réagissent en dehors des grandes villes au fait qu'il y ait de moins en moins de services publics, voire de moins en moins de services en général? Est-ce que, tu vois, ils se disent, on l'accepte, on peut rien y faire, ou ils ont un peu un sentiment où ils ont envie de se rebeller et comprennent pas pourquoi ils se sentent abandonnés par l'État? Le phénomène d'abandon, pour moi, vient surtout du fait qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'incarnation, qu'ils voient le pays prendre des directions globales, sociétales, qui leur vont pas, dont ils n'ont pas envie. Voilà vraiment le problème. Sur les services publics, alors c'est sûr que si une école ferme, c'est terrible. Si Et il y a de moins en une moins de poste, médecins, même. une poste ferme, ouais, alors c'est ce sujet, on va arriver. Si une poste ferme, c'est terrible. Mais je crois que le vrai sujet, c'est ce que j'ai dit avant. Après, qu'est-ce que veulent les gens qui veulent habiter en ruralité? Enfin, qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce qu'il y a une école et une crèche ou des modes de garderie pour mes enfants? Bon. Est-ce qu'il y a des maisons de retraite ou des prises en soins à domicile pour mes parents? Ensuite, il y a le sujet des télécommunications. Ça a longtemps été un truc en réalité. Est-ce que j'ai de la fibre? Est-ce que j'ai de la 4G ou de la Ça, je comprends, 5G? c'est un enfer. Voilà, bon, donc on peut... voilà, ça c'est des sujets importants. Ces sujets-là, en vérité, ont bien avancé. Les collectivités se sont vachement mobilisées là-dessus depuis quelques années. Et reste le sujet de la médecine. Où est-ce que je me fais soigner? Là, j'avoue qu'en partie, le bas blesse toujours beaucoup. Mais globalement, l'architecture, c'est ça. Et évidemment, après, c'est qu'il y a un boulot. C'est toujours le grand sujet quand même. Faut qu'il y ait du travail. Mais la ruralité a beaucoup de choses à vendre. Beaucoup d'avantages. Je ne dis pas ça parce que j'en viens. Et d'ailleurs, on a eu des phénomènes. Depuis le Covid, on voit bien quand même que des gens sont allés réinvestir les campagnes et tout. Mais parce qu'il y a un savoir-vivre qu'elle a quand même. Mais qu'est-ce que devrait faire l'État justement pour stimuler l'emploi dans ces zones-là? J'allais dire, arrêtez d'emmerder un peu tout le monde. Je suis assez... Ça, c'est tout le monde dans le pays. Non, alors. c'est même pas de s'emmerder, c'est de se tirer des balles dans le pied. Il y a une loi qui s'appelle la ZAN. Je ne sais pas si ça vous parle. Zéro artificialisation nette. Okay. Bon. C'est une loi qui est considérablement amendée maintenant, parce que tellement c'était compliqué, qui contraint l'artificialisation des sols. Bon. Sur le thème, on artificialise trop. Donc ce truc est appliqué à Paris, dans les campagnes, pareil. Je résume, si une intercommunalité a construit 10 hectares de maisons ou d'entreprises, on lui dit dans les 10 ans qui viennent, t'en feras plus que 5, et après c'est fini, t'en fais plus du tout. Sauf que, quel est l'avantage de la France par rapport à l'Allemagne, au Benelux, etc. Nous avons du foncier disponible autour des villes moyennes. On parle de réindustrialisation. Voilà, on a cet avantage compétitif vachement important, à des prix raisonnables. Il faut bien reconnaître qu'on a vu quand même plutôt un phénomène de reprise et de construction. C'est toi le fou tout par terre. Et pour des raisons écologiques absolument pas prouvées. Je veux dire, je dis pas que ça aurait été la Silicon Valley non plus allant dans l'aine, vous voyez. Mais en tout cas, c'est un truc qui va nous contraindre. Or, c'est très français, voilà. Qui pourrait en plus faire augmenter les prix de l'immobilier si on peut plus construire. Et oui, mais alors, pire que ça, loger. c'est le foyer à qui on va peut-être dire au bout d'un moment, qui rêve de faire sa maison, à qui on va dire un jour, non, tu peux plus, pourquoi? C'est bon, on a rempli les cases, là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Oui. Bon, c'est pour l'état d'esprit, c'est aussi un truc. Mais voilà, typiquement, cette capacité qu'a des fois la France à se tirer des balles dans le pied. Et ce qu'il faut, c'est de la formation. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise va quelque part, qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce que je trouve de la main-d'œuvre et est-ce que je trouve un peu de cadre? Voilà, c'est très important. Et là-dessus, on a un manque. J'ai une question un peu bête qui me vient. Est-ce que les villes-villages de 500 habitants, 1000, 2000, est-ce qu'elles ont encore un avenir? Sachant, tu vois, qu'il y a une dépopulation, il n'y a plus trop d'activité économique. Est-ce qu'elles ne sont pas vouées à mourir? Ouais, alors faut pas avoir une image non plus trop... non, ça serait trop pessimiste. trop germinal, parce qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Voilà, bon. Non, je pense que les communes existeront toujours. Déjà parce que le pays s'est bâti là-dessus. C'est quand même assez beau de voir toutes ces communes où il y a une église, où tout est parti après, des chemins sont construits autour, toutes ces villes très anciennes. C'est l'histoire, c'est pour beaucoup, c'est aussi leur identité. Et puis, je sais pas l'intérêt je vois pas l'intérêt de les supprimer ou de les regrouper. Non, c'est pas...
Alors les regrouper, je pourrais, d'un point de vue économique, je me dirais, si on a une mairie au lieu de 3, ça coûte potentiellement 3 fois moins cher. Ouais. En termes Mais ça d'économie marche pas. d'échelle, mais c'est plus en mode, les jeunes vont forcément quitter les petits villages, et donc à la fin, il va rester plutôt les personnes âgées, mais est-ce qu'une fois ces personnes âgées disparues, est-ce que les jeunes vont revenir, tu vois? Ah ouais, non, mais là, t'as une vision très, très négative de non, c'est possible. En fait, je parle de ça parce que, tu vois, moi, je viens d'un village en Italie, Ouais. et qui ne fait que se dépeupler depuis 20 ou 30 ans. Et forcément, tu vois, les nouvelles générations viennent une semaine par an, alors qu'avant, il restait 6 mois. Et donc, au fur et à mesure, de moins en moins d'habitants, donc moins en moins de commerce. Et donc, c'est un cercle un peu vicieux. Donc, on D'accord. se dit, les villages, peut-être, pourraient disparaître. Peut-être pas demain, mais dans 50 ou 100 ans, tu vois, je me dirais. D'accord. Bon, sur l'histoire de regrouper les communes, passons vite. Mais si c'est pour faire des économies, ça marche pas. Tout regroupement de collectivités, c'est contre-intuitif, mais tout regroupement que j'ai vu, de toute collectivité que ce soit, de quelle que soit la taille, en gros, on dit le 1 plus 1 de fonctionnement, c'est l'autre, on va les mettre ensemble, Ça fait ça va 3. faire 1,6. Ça fait toujours 2,3, 2,4. Donc l'argument de l'économie, je l'ai jamais Mais vérifié. est-ce que, du coup, c'est parce que c'est mal géré ensuite derrière? Et c'est parce qu'on doit toujours harmoniser au plus haut, donc on va toujours Ok. chercher chez l'un et l'autre ce qu'il faisait le mieux. Et puis, en tout cas en ce qui concerne les mairies, on retire de l'initiative gratuite, faite par des conseillers municipaux, des associations de fêtes, etc. euh, Parce qu'ils le font, parce qu'ils sont contents de le faire avec les gens autour d'eux, et puis sinon ça les ennuie plus si c'est une échelle beaucoup plus large. Et quand tu éloignes le décideur des gens, il y a une mécanique assez simple, c'est on fonctionnarise le système entre les deux. Donc en général, ça coûte pas moins cher. Mais non, j'ai pas cette vision-là de l'avenir. Ce qu'il faudra évidemment développer, c'est les mobilités. Mais le pays peut pas se résumer à Paris, Lille, Marseille, et pourra d'autant moins que pour le coup, je pense que la France a quand même beaucoup développé autour de métropoles. Eux, pour le coup, les problèmes de foncier, ils les vivent. Hein, pour le coup, la fameuse Loisanne, là, elle se réfléchit à ces endroits du territoire. Non, je crois plutôt qu'il y a des potentiels de développement. Ok. D'ailleurs, tu vois, en parlant de village, il y a une loi sur la parité donc, qui va entrer en vigueur pour les prochaines élections législatives municipales en 2026, qui va obliger la parité donc, sur les listes entre les hommes et les femmes. Pourquoi tu t'es positionné contre, toi, du coup? Parce que c'est une profonde méconnaissance du fonctionnement des conseils municipaux dans des communes, qui ne sont que l'addition de bonne volonté de gens qui veulent bien y aller, bien donner un coup de main. Je n'ai jamais vu un seul maire de toute ma vie, mais je crois que beaucoup de collègues qui m'ont dit « Ah là là, s'il te plaît, il faut mettre la parité, il faut qu'on fasse des listes complètes ». Je n'avais jamais entendu ça, ça ne m'était jamais remonté. Ça crée beaucoup de, beaucoup de mécontentement. Et en plus, c'est la manière dans laquelle c'est fait. C'est-à-dire que là, c'est fait à 1 an du renouvellement. Euh, c'est maladroit. À la rigueur, qu'on le décide maintenant et qu'on l'applique pour celle d'encore après, Oui. ça laissait aux uns et aux autres le temps de s'organiser. Là, moins. Et puis, il y a un petit côté de vous comprenez pas comment on fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, Ok, mais c'est aussi parce que du coup, il y aurait un manque de femmes qui veulent s'engager, ça veut dire? ça va créer des difficultés, mais les uns les autres vont y arriver à la fin de faire des listes paritaires. Et voyez, à 1 an des élections, si vous avez des adjoints hommes qui bossent super bien, qui veulent y repartir, ah bah non, tu veux pas y retourner. Bon, pourquoi? C'est comme ça. Ok. Voilà, c'est pas très bien vécu. Ah C'est ouais? pas très bien pensé. Ouais, non, vraiment. Et est-ce Non, ils qu'il- auraient dû laisser du temps. Ok. Et le truc aurait été accepté beaucoup plus Parce que ça a simplement. été fait imposé par l'État, ça veut dire? Ça veut dire... Non, ça a été voté. Voilà, Oui, ça a été mais, voté. organisé par la majorité présidentielle, du coup? Oui, Ils l'ont mis oui, en oui. avant, Poussé par les associations des représentants des maires de France. C'est là Ok. où le délire est le plus grand. Mais bon. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, Mais très parce que c'est plutôt piloté par des maires de grandes villes qui sont habitués à vivre avec la parité des listes complètes depuis très longtemps. Oui, ok. On parlait de déconnexion entre des territoires, c'est un bon exemple. Bah écoute, merci beaucoup Pierre-Jean d'avoir parlé donc, des sujets donc, sur lesquels toi tu travailles au quotidien. Je te propose de passer à la séquence suivante, donc, qui s'appelle Red Flag, Green Flag. Yes. Donc là, il y a 2 drapeaux à côté de toi. Donc il y en a, je vais te donner une phrase Ouais. et à chaque fois, tu vas me dire Green Flag, t'es d'accord, ou Red Flag, t'es pas d'accord. Tu peux un peu détailler ta proposition si tu as envie, t'es pas obligé. Alors prends-les dans les mains, comme ça tu me les montres Ok. pour un peu d'animation visuelle. Le 49.3 est un abus de démocratie. Red Flag? Mhm. T'es pas d'accord? Non, c'est pas souhaitable. Enfin, s'il n'y a pas le 49.3 dans pas mal de situations, et depuis 2 ans, on ferait quoi? En vérité, on ferait rien du tout. Donc, c'est un outil qu'il faut utiliser le moins Avec possible. parcimonie, ouais. Mais enfin, il existe et heureusement qu'il est là. Ok. Les salaires des sénateurs sont trop élevés. Quelle que soit la réponse que... Donc, attends, sont trop élevés. Si je m'y vais, ça veut dire que je suis d'accord avec ça. Oui, exactement. Tu peux être en joker si tu veux. Ouais, je suis en jeu. Non, mais de toute façon, quelle que soit ma réponse, on dira il gagne trop et qu'est-ce qu'il se la raconte. Voilà. C'est vrai, les sénateurs gagnent plus de 1 million par mois, donc je suis choqué, moi.
C'est plus, c'est plus. Ah bon, moi je disais net d'impôt. Mm. Il faut plafonner les salaires des grands patrons. Red flag? On revient à ce qu'on disait au début. Le talent, ça se paye, on est dans une compétition internationale. On peut se faire plaisir symboliquement, mais ça servira strictement à rien. D'ailleurs, on l'a pour la fonction publique. Les entreprises publiques ont des caps et souvent les entrepreneurs ou les PDG disent finalement ça peut restreindre un peu la compétition parce qu'il n'y a peut-être pas les meilleurs qui iront dans ces jobs-là vu qu'ils pourraient gagner peut-être 20 fois plus chez JP Morgan par exemple. Il faut augmenter les impôts. Red flag? Ah, là, je crois qu'en France, on est les champions du monde, toutes catégories. C'est bien, on est allé assez loin. Il faut interdire X en Europe. Red flag? Je m'en sers pas, moi, vraiment beaucoup. Mais je m'en sers comme source d'infos parce que j'essaie de suivre des profils qui me paraissent intègres et cohérents. Mais moi, je sais pas, cet outil, il existe. Personne n'est obligé d'y aller. Voilà, quoi. Les uns et les autres, ceux qui trouvent ça horrible, n'y vont pas et puis terminé. Et toi, tu as suivi un peu la commission sur TikTok aussi? Parce que tu vois, on reproche souvent aux plateformes, TikTok et X quand même, sont quand même des plateformes toxiques. Tu vois, le harcèlement et tout, X, c'est principalement pour cette raison que les gens veulent la bannir, c'est parce qu'il y a du harcèlement ou plein de propos qui sont extrêmement border. Mais de l'autre côté, c'est aussi la contre grande la question démocratie. pour TikTok, comme pour tous les autres, c'est évidemment leur statut. Ils ne sont en vérité responsables de rien. Non. Parce qu'ils sont, je sais plus le terme, mais c'est Fournisseurs de. Voilà, ils sont pas de éditeurs, contenu, ouais. ils sont responsables en rien de ce qui passe. Et certainement que... Moi, je suis assez impressionné, par exemple, vu quand même l'ampleur de ce que c'est aujourd'hui, par exemple, que la Commission européenne ou que les services de contrôle américains ne sachent même pas comment fonctionnent les algorithmes et comment on les fait évoluer. Ça m'interroge, pour le coup, ça m'interroge beaucoup. On devrait quand même avoir davantage de contrôle sur les algorithmes de ces réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'utilise Twitter, oui, et puis celui qui veut pour, il en prend. Après, en soi, sur les algorithmes, même les gens qui travaillent chez les plateformes ne savent absolument pas. J'avais rencontré une fois un développeur de chez YouTube qui disait qu'en fait, la personne travaille sur une partie de l'algorithme. Mais en fait, l'algorithme en entier, personne ne sait réellement. De toute façon, si les gens savaient, les gens perceraient à chaque vidéo, mais ce qui n'est pas le cas. Donc en effet, la plupart des gens ne comprennent pas et surtout que l'algorithme change toutes les semaines. Donc c'est aussi là la difficulté. Mais l'Europe peut-être, pas. En tout cas, en changeant le statut des réseaux sociaux, en leur donnant un statut d'éditeur, je ne sais pas si c'est aussi simple que ce que je dis, mais en tout cas qu'ils soient responsables de ce qui se passe sur leur page. Bon, il y a un truc à jouer là-dedans, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas laisser passer. L'Arcom a eu raison de fermer C8. Ah oui, toi, t'étais contre, c'est ça? Oui. Moi, je vois dans cette décision... Déjà, c'était une chaîne à capitaux français, qui a été remplacée par une chaîne à capitaux étrangers. Un concept en France, quand même. Et puis ensuite, je vois dans cette décision une forme de mépris social. Vraiment. Je trouve que c'est méprisant pour les gens qui regardent. Encore une fois, personne n'était obligé de regarder C8. Et, alors, je vous livre une anecdote, mais en plus, c'est décidé donc, par l'Arcom et des gens qui sont à l'Arcom. Et moi, au sein de la commission, j'ai eu l'occasion, je n'ai pas rencontré tous les gens de l'Arcom, mais j'en ai rencontré quelques-uns. Et j'ai compris en parlant avec eux au bout de quelques minutes qu'ils ne regardaient pas la télévision. Et donc je pense que c'était juste des morceaux d'émissions qui étaient mises. Alors sûrement que ça dérapait à des moments. Mais ces gens-là ne regardent pas ces émissions-là, vivent dans des galaxies totalement différentes et disent ce que vous regardez, c'est pas bien. Non, allez-vous. Bon, je trouve ça c'est méprisant. Moi. Ok. Et la dernière, parce que je te vois jouer avec ce drapeau, l'argent fait le bonheur. Je vais dire ça, mais ça participe quand même. Enfin, j'aurais dû lever les deux. L'argent fait pas le bonheur, mais je sais que le manque d'argent peut créer des conditions très difficiles. Et souvent, on me répond... le malheur est peut-être un peu fort, mais enfin... en fait, souvent, tu as la liberté de faire ce que tu veux quand tu as l'argent. C'est souvent la réponse que l'on me donne en réalité. Et ce qui est vrai, parce que comme tu l'as dit, quand tu n'as pas d'argent, tu as une vie misérable en réalité, donc tu es obligé d'avoir un minimum. C'est pas forcément indexé sur le bonheur, mais en tout cas, ça rend la vie plus sympathique. Si tu étais président de la République, comment tu diminuerais l'endettement de l'État? Je crois qu'il faut avoir le courage de se dire qu'on peut baisser les dépenses un peu, mais qu'en vérité, on voit bien que dès qu'on touche à quelque chose, ça crée beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui fait qu'on baissera l'endettement de l'État? C'est quand on augmentera la productivité de la France. C'est que plus de gens travailleront, que les entreprises gagneront plus d'argent, que les foyers gagneront plus d'argent, que la dépense sociale baissera mécaniquement parce que plus de gens travaillent. Et d'ailleurs, les choses sont assez limpides. Vous prenez les pays
où on travaille, où le plus de gens travaillent, le plus longtemps et plus, c'est là où il y a le moins de chômage qui existe. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'était l'idée des 35 heures. Bon, c'est vieux maintenant, mais l'idée de se dire, bon, tout ça, c'est un gâteau, et puis plus les parts seront petites, plus de gens vont manger, c'est tout à fait l'inverse. Plus il y a de gens qui mangent des parts et plus elles sont grosses, et plus le gâteau grossit tout le temps. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on améliore la productivité, qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Voilà. Ce qu'il faut, c'est augmenter les recettes. Mais il y a quand même de moins en moins de chômeurs en France. Je crois que le taux de chômage, il est très très bas quand même sur les 20 dernières années, j'ai l'impression. Il a baissé. Les faire travailler plus. Il a baissé, mais il est toujours à des niveaux pas loin des 10%. Il est toujours très haut. Très haut. Et donc les faire travailler plus longtemps, ou mieux aussi. Mieux, mais déjà plus, qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Parce que quelqu'un qui travaille et qui prend un emploi qui ne sera pas pris, par exemple, on revient tout à l'heure, par un travailleur clandestin, c'est à la fois des charges en moins parce qu'il est plus accompagné socialement, c'est des rentrées, c'est des impôts parce qu'il paye des impôts. Enfin, le truc c'est un cercle vertueux, ça. Donc augmenter les recettes. Si tu étais président, comment tu mettrais un terme à la guerre en Ukraine? D'accord, alors ça, par contre, je ne vais pas dire que je le ferai parce que beaucoup se penchent sur le sujet. Déjà, j'essaierai de renouer le contact avec Poutine. J'essaierai, et plutôt que avant toute chose, de discuter de que fait-on de tel territoire, où arrête-t-on les frontières, je mettrai déjà d'accord sur une méthode de travail. Voilà, on se voit où, on se voit quand, il y a qui autour de la table, vous voulez qui, etc. Un équilibre dans les discussions. Voilà, je reparlerai à la Russie. J'essaierai de mettre tout le monde d'accord sur une méthode de travail. Je ne mettrai aucune ligne rouge n'accepterai aucune ligne rouge chez personne. Non, on va mettre tous les sujets sur la table en même temps. Voilà. La méthode. C'est ça le sujet aujourd'hui. Mais tu penses qu'à terme, on pourra retravailler avec la Russie, ou il faudra attendre que Poutine ne soit plus là pour vraiment qu'on puisse renouer des liens avec la Russie en général? La politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je suis incapable de le dire, mais en tout cas, derrière Poutine, il y a un pays, il y a des millions de gens, un pays millénaire, et de toute façon, la Russie est là. Et de toute façon, on devra vivre et travailler avec la Russie. Donc, est-ce que ça se passera avec lui dans le temps parce que les choses s'améliorent ou pas? On verra. Mais de toute façon, un jour, on parlera avec la Russie. Je te propose de passer à la dernière séquence qui s'appelle La parole du peuple. Donc en fait, j'ai posté en story Instagram, en story, j'ai dit « Est-ce que vous avez une question pour un sénateur ?» D'accord. Et du coup, j'en ai reçu plein, je les ai imprimés, je te laisse les piocher et de lire la question et d'y répondre. Alors il peut y avoir tout type de questions. Genre, j'ai un choix ou on va tout ouvrir? Non, on va en ouvrir que quelques-unes. Justement, comme ça, les autres devront reposter pour la prochaine. D'accord. Donc, quand c'est marqué un député, ça veut dire que c'est un député qui a posé la question. C'est ça? Donc, un député me demande qui est ton député préféré? Joker. Celui qui a posé la question. Il a pas si rare, j'imagine. Bon, s'il se reconnaît. Didier, et si on supprimait le Sénat? Le Sénat qui a 150 ans cette année. Qui a 150 ans cette année. Bon, on ferait des économies un peu, sûrement. Mais un bon exemple, un bon exemple. En Russie, il n'y a qu'une chambre. Dans les pays à pouvoir politique très fort, trop fort, les mi-dictatoriaux, en général, il n'y a toujours qu'une seule chambre. Dans toute bonne démocratie, si on passe le terme, il y a toujours deux chambres. Donc la suppression du Sénat ne serait pas tellement une bonne nouvelle, je pense, pour le pays, pour la démocratie et la liberté en tout cas. Max, les sénateurs sont-ils légitimes vu qu'ils ne sont pas élus par le peuple directement? Le fait est que dans la Constitution, déjà, ils le sont moins que les députés, puisqu'à la fin, s'il y a un désaccord entre les deux chambres, c'est les députés qui tranchent. Le maire de votre commune, vous ne l'élisez pas directement. Le président de votre département, vous ne l'élisez pas directement. Et pourtant, ils sont légitimes. Et je crois même pouvoir dire que le Sénat... Alors, je suis arrivé à la bonne période, mais moi, quand je suis arrivé, des gens me disaient le Sénat, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire au Sénat? Bon. Je vois maintenant des gens qui me disent heureusement qu'il y a le Sénat. Bon, c'est pas tout le monde dans la rue non plus, n'exagérons pas. Mais enfin, vu le bordel institutionnel dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques mois et quelques années, le Sénat est devenu en vérité le pôle de stabilité, celui qui permet à la fin de faire adopter des lois. Je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, qu'il y a ce genre de questions. C'est parce que le Sénat, on a toujours l'image d'une institution un peu mystique et loin des gens. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je t'invite, c'est aussi pour faire découvrir le métier, parce que les gens, en fait, savent pas ce que c'est un sénateur. Député, pas plus non plus. C'est jusque-là, il y a eu des législatives et tout, mais pour moi, ça permet aussi de mieux comprendre le quotidien d'un sénateur, tu vois. Cédric, quelle est la journée type d'un sénateur? Il y en a pas. Après, chacun vit son métier son engagement comme il le veut. Mais moi, j'aime beaucoup que les choses soient très différentes dans une seule et même journée. Donc, mais bon, en théorie, le lundi, il est dans son département. Il est à Paris mardi, mercredi, jeudi. Et il est dans son département le vendredi. Et puis après, il y a les cérémonies de week-end. C'est un truc à peu près classique. Ok. Et est-ce que c'est des gros horaires?
Ça dépend le temps que tu y donnes, la passion que tu y mets, l'organisation de la journée. En général, plutôt oui quand même. Hein. Puis c'est Oui. 7 jours sur 7. C'est pas tu rentres chez toi, t'es plus sénateur, c'est tout le temps. Non. Non, et globalement, la grande partie de ceux qui font ça sont totalement passionnés par ça, donc ils y donnent beaucoup de temps. Oui. Mais après, comme les choses, tu les fais avec passion, bon, ça passe plus vite, évidemment. Pour quand un Doge en France? Donc Doge, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'était le département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, dirigé par Elon Musk. D'accord. Bon, bah, vu l'efficacité du Doge, je suis pas certain que ce soit nécessaire. Non, mais au moins ça de a marché. réduire les dépenses. Non, t'inquiète, on a Non, oui, l'idée derrière de C'était de diminuer les dépenses publiques, la question sous-jacente, j'imagine. Ouais, bien sûr. Bah, alors, si on est pour réduire les dépenses publiques, oui, et il y a plein de sujets à se poser. Mais la méthode avec laquelle ça a été fait, je sais pas. Ah, c'est à l'américaine, c'est un showman. Ouais. J'attends de voir l'efficacité même, à la fin de tout ça. C'est vrai. Ouais, bon. Bah, les dernières questions, allez. Yanis, est-il vrai que tous les sénateurs sont vieux? Je suis la preuve vivante que non. Mais c'est vrai que c'est l'image qu'on a pour le coup. Ouais, je sais. Mais ça... Bon, attends, après, c'est une réalité aussi quand même. Mais ça a plutôt tendance à rajeunir, ouais. Il passe le flambeau. Je suis là depuis trop peu de temps pour savoir pourquoi les uns et les autres sont partis. Mais tout ce phénomène, que je n'attribue pas au truc sénatorial, mais tout ce dégagisme qu'on a quand même vécu à un moment où tout ce qui était nouveau était bien, peut-être que le Sénat était pris de ça. Bon, et on n'est pas non plus au Sénat, on n'est pas non plus dans un lycée étudiant. Hein. Ça reste un niveau moyen G. Bon, voilà. Évidemment. Plus que par rapport à l'Assemblée nationale, ouais, c'est sûr. Oui. Bah écoute, Pierre-Jean, avant de te laisser le dernier mot, je veux déjà te remercier d'être venu sur ce podcast. Ça va faire 1 heure, donc merci beaucoup d'être venu. D'accord, déjà. C'est passé à une vitesse dingue. Ah oui, quand on discute, ça va extrêmement vite. Je vous remercie à tous, en tout cas, de nous avoir suivis donc, sur YouTube et Spotify. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager et aussi à vous abonner car ça soutient la chaîne. Et surtout, je prends vos retours en compte pour les prochains épisodes. En tout cas, un grand merci à vous. Pierre-Jean Verzelen, sénateur de l'Aisne, si tu avais un dernier message pour les Français, quel serait-il? Un seul message? Ou plusieurs, mais rapide. Ça va être très rapide. J'espère. À bientôt.